Bonsoir tout le monde. Bonsoir, chers confrères, chers consoeurs. Permettez-moi de me présenter. C'est Dr Belahmar Rizlan, responsable médical chez M2I Promo Plus. D'ailleurs, au nom de tous les responsables de la société du laboratoire, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les médecins ici présents et à les remercier d'avoir répondu favorablement au webinaire qui portera sur la prise en charge rationnelle des otalgies en omnipratique. Si éventuellement vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans la partie correspondante et professeur Schli y répondra à la fin de la session. Je tiens particulièrement à remercier professeur Schli Hassan, otorino-laryngologue à la clinique spécialisée Farabi, conférencier international et expert en technique de communication, de nous avoir honorés et d'avoir accepté d'animer ce webinaire. Sans trop tarder, je cède la parole à professeur Chili. Merci. Merci à vous, chers consoeurs. Merci au laboratoire M2I et Promopharm pour m'avoir choisi en tant qu'orateur. Écoutez, c'est un sujet qui m'intéresse parce qu'en fait, la démarche est extrêmement didactique et la pédagogie va en ressortir d'ailleurs. Alors, les otalgies est un motif extrêmement fréquent de consultation. Je n'ai pas, bien évidemment, épidémiologiquement, je n'ai pas de données chiffrées là-dessus, mais en tout cas, sachez que en consultation ORL, c'est un motif de consultation qui, des fois, laisse quand même assez perplexe parce que la démarche diagnostique est loin d'être simple et loin d'être facile. Et on va aller de ce pas la rationaliser pour essayer de faire en sorte que les auditeurs, mes confrères, puissent avoir une démarche de qualité. Alors, en omnipratique, d'abord, je voulais d'abord signaler que je n'ai pas de conflit d'intérêt. Voilà. Et que ce sujet-là m'a été proposé par les laboratoires, bien sûr, pour venir vous en débattre et vous donner un fil rouge pour pouvoir, devant une otalgie, essayer de vous départager. Alors, d'abord, on va voir 5 points. Le premier, c'est de quoi parle-t-on quand on parle d'otalgie, de quoi il s'agit en fait. Ensuite, on verra comment mener une approche diagnostique, et notamment au niveau de l'oreille. On va scinder ces étiologies en deux parties, vous connaissez bien, tout ce qui est otalgie primitive, qu'on appelle aussi les autodynies, c'est-à-dire les douleurs en rapport avec une pathologie de l'oreille, externe, moyenne ou même interne, on verra. Enfin, on verra les otalgies réflexes, c'est-à-dire qui sont des pathologies du voisinage et qui vont, par le biais d'un rappel qu'on fera sur l'innervation du pavillon de l'oreille, ben, donner des errances au niveau des trajets de la douleur. Et donc là, l'otalgie, vous voyez bien ici que le tympan ici est strictement normal. Et enfin, on finira bien sûr sur quelques règles d'usage dans les traitements et vous verrez qu'il y a vraiment une seule diapo là-dessus. Et je vous en dis pas plus, vous le verrez à la fin de cet exposé. Alors, oui, alors de quoi parle-t-on que le patient vient chez vous et, en disant docteur, écoutez, j'ai mal à l'oreille, c'est mon oreille. Ben, écoutez, on va voir si c'est réellement son oreille. En tout cas, quand on parle de cela, il ne s'agira pas de se fixer, bien sûr, sur l'oreille, mais également de voir toute la région périauriculaire, c'est-à-dire, il va sans dire, bien sûr, l'oreille, c'est-à-dire le pavillon, le méa auditif externe, le conduit, la membrane tympanique, l'oreille moyenne, mais également toute la région périauriculaire, tout ce qui est articulation temporomandibulaire, tout ce qui est glande parotide, tout ce qui est aire ganglionnaire en regard, tout ce qui est bien sûr effectivement la projection de la douleur va se faire dans ces zones-là. Alors, c'est bien ce qu'on dit. Donc, est-ce que c'est réellement l'oreille
ou ça se passe tout simplement à côté. Et je voulais juste vous rappeler, et non pas vous faire l'affront de vous donner des détails là-dessus, mais de vous rappeler que l'innervation du pavillon de l'oreille est complexe et vous voyez tous les nerfs qui en fait vont être intéressés dans la sensibilité nerveuse, bien sûr, du pavillon de l'oreille, de la conque, du lobule et que sais-je encore. Et vous voyez ici que vous avez le 5 qui s'en mêle par par le 5-3, n'est-ce pas? La branche mandibulaire avec sa branche auriculotemporale. Vous avez aussi le plexus cervical superficiel au niveau de C3 qui va donner ici sa branche auriculaire. Vous avez, et vous le savez bien, sur le 7, vous avez le 7 bis qui va aller innerver toute la zone de concale qu'on appelle aussi la zone de Ramsay-Hunt par le biais de l'intermédiaire de Vriesberg, le 7 bis. Vous avez également le 10 qui, lui, va innerver toute la portion profonde du conduit auditif externe. Et enfin, n'oublions pas le glossopharyngien, le 9, qui par le biais du nerf de Jacobson va aller sur la paroi interne de la caisse du tympan, et donc dans l'oreille moyenne. Donc vous voyez que toutes les pathologies d'emprunt, de voisinage peuvent, à la faveur d'un examen otoscopique normal, peuvent donner malheureusement des douleurs réflexes au niveau de ce pavillon. Et c'est là où ça va se corser, parce que quand vous avez une anomalie au niveau de l'oreille, soit c'est l'oreille externe ou l'oreille moyenne, eh ben, le diagnostic est simple, on parlera d'autodynie. Par contre, là où c'est plus compliqué, ben, c'est quand le patient ou la patiente vient vous dire j'ai mal à l'oreille et que au cours de votre examen clinique, ben, le tympan est strictement normal, le conduit est libre, le pavillon est normal, le sillon rétro-auriculaire aussi. Et là, ma foi, commence l'énigme, puisque vous n'avez absolument rien va vous mettre sous la dent, sauf si ce n'est de compléter votre examen clinique. Alors, voyez ce que je voulais vous dire, c'était qu'il y a en fait des intrications nerveuses importantes au niveau de cette région auriculaire. Alors, comment on fait cette approche diagnostique? Ben, cette approche diagnostique, je pense, c'est le cas de tous les symptômes, puisque je vous rappelle que l'otalgie est un symptôme, c'est-à-dire que c'est une douleur ressentie ou projetée dans l'air auriculaire, n'est-ce pas? Eh bien, c'est très simple, ben, vous allez interroger et examiner. Interroger et examiner. Et puis, en fait, la réalité est tout autre, puisque vous allez voir qu'il est des fois des situations qui nécessitent un peu plus que l'examen clinique, et vous le verrez tout à l'heure. Alors, en interrogeant, vous allez vous frayer une piste, et c'est là le but de l'interrogatoire. Le but de l'interrogatoire, c'est d'orienter la pathologie, d'orienter votre examen clinique. Alors, si vous avez affaire à une otalgie isolée, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien, que l'examen du tympan est normal et qu'il n'y a pas d'autres symptômes associés, eh bien là, vous êtes obligé de foncer sur votre examen clinique et de faire un examen exhaustif nez, gorge, oreille, n'est-ce pas, sans oublier les paires crâniennes et les aires ganglionnaires. Il est impensable devant une otalgie de se limiter à l'examen du tympan et de dire écoutez, vous n'avez rien, prenez un antalgique et ça va passer. Méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Le plus grand danger, c'est de méconnaître une pathologie de voisinage. Et là, je me souviens d'un patient qui avait des otalgies qui ont traité pendant 4-5 mois. Dès qu'il prenait du paracétamol, ça allait mieux. Il mettait des gouttes auriculaires, on ne sait pas pourquoi. Le tympan était normal. En fait, il s'avérait que c'était une lésion du cavum bourgeonnante qui en fait donnait des otalgies réflexes tout simplement par irradiation. Alors, soit l'otalgie à ce moment-là est associée, et à ce moment-là, si elle est associée, tant mieux pour vous, ben vous allez creuser et vous allez vous demander quels signes sont apparus avec cette otalgie.
et des signes bien sûr otologiques, n'est-ce pas? On verra. Et des signes extra-otologiques. Et puis, dans quelles circonstances? Souvent, les patients, après une douche, vont aller nettoyer leur conduit et venir vous voir en disant, ben, écoutez, j'ai un peu mal à la pression du tragus. Ça, le diagnostic est fait. C'est probablement une pathologie du conduit auditif externe, type irritation, qui peut aller jusqu'à l'otite externe diffuse, difficile à traiter. Alors, quand vous voulez interroger, vous vous dites, ben, j'ai peut-être une piste, on va essayer de cerner un peu quelles sont les modalités d'apparition. Oui, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les habitudes toxiques? Alors là, je vais vous rappeler un cas clinique à la fin, quand on verra les otalgies réflexes, c'est fondamentalement important. Et les habitudes toxiques, regardez l'exposition au tabac, regardez l'exposition à l'alcool. N'oubliez pas que plus de 50 ans, chez un sujet tabagique alcoolique, une otalgie réflexe peut cacher une lésion de l'hypopharynx ou du larynx. Méfiez-vous, ce qui nécessiterait peut-être un avis spécialisé. Regardez s'il y a des antécédents pathologiques particuliers, tels que des infections ORL à répétition, telles qu'une pathologie bronchopulmonaire, un reflux gastro-œsophagien, quelques allergies. Regardez et en même temps quelles sont les caractéristiques de l'otalgie, c'est-à-dire est-ce que c'est un picotement qui est paroxystique et c'est une douleur permanente? Quelle est l'intensité sur une échelle visuelle analogique? Est-ce qu'elle est rythmée par le sommeil, par la mastication? Quelle est sa durée? Est-ce qu'elle est permanente ou au contraire paroxystique? Et quel est son mode de survenue? Dans quelles circonstances cette otalgie est apparue? Alors bien sûr, à côté de ça, et ça je crois que je vais le détailler un peu plus, quels sont les signes auriculaires associés? Est-ce que le patient se plaint d'une baisse de l'audition? Est-ce qu'il y a une sensation de plénitude auriculaire? Le patient vous le dit et vous dit que dès qu'il tire sur le pavillon, il entend mieux. Et quand il lâche le pavillon, ben, le diagnostic est posé, c'est probablement un bouchon de cérumen qui s'est ramolli à la faveur d'une douche et que, en fait, la mobilisation du conduit et du pavillon permet à l'oreille de mieux respirer. Est-ce qu'il y a un écoulement dans cette oreille? Est-ce qu'il y a un écoulement sanguinolent, c'est-à-dire une otorragie? C'est important. Est-ce qu'il y a une éruption cutanée vésiculeuse au niveau de la conque? Et là, je vous rappelle, hein, ce sera un zona, n'est-ce pas? Une atteinte électivement sur le trajet du 7 bis. Et bien sûr, vous verrez des lésions vésiculeuses type zona herpès au niveau de la conque. Et bien sûr, regardez-moi, quels sont les autres signes ORL qui ne sont pas auriculaires? Quand ils sont auriculaires, ils renseignent sur la probabilité d'une otodynie. Par contre, quand les signes sont extra-otologiques, ils renseignent sur une pathologie de voisinage type otalgie réflexe. On va regarder s'il y a une rougeur de la face ou de l'œil. On va regarder s'il existe une rhinorrhée, s'il existe au niveau du carrefour aérodigestif une dysphagie, une dysphonie, une glossodynie. Alors, je vous rappelle que la glossodynie, c'est la douleur au niveau de la langue, au moment de la mastication. Il y a aussi l'odynophagie, qui n'a pas été marquée là-dessus. L'odynophagie, c'est le fait d'avoir une irritation douloureuse au niveau de l'oreille à chaque déglutition. Regardons dans la sphère nasale, est-ce qu'il y a une obstruction? Est-ce qu'il y a une douleur à l'ouverture de la bouche? Ça rappelle l'articulation temporomandibulaire, on va en parler. Est-ce qu'il y a une douleur dentaire ou une douleur d'origine cervicale? Et puis, bien sûr, regardez ce qui se passe. Est-ce que cette otalgie est survenue dans un contexte de signes généraux, c'est-à-dire de fièvre, d'asthénie, d'amaigrissement? Et si vraiment vous avez un amaigrissement, il faut penser d'emblée à la pathologie tumorale, d'autant que le patient est exposé à l'alcoolisme et au tabagisme. Pensez à l'hypopharynx, n'est-ce pas? La question, c'est au cours de cet interrogatoire, ben vous allez tout de suite savoir si ça se passe dans l'oreille ou pas. Si ça se passe dans l'oreille banco, vous avez le diagnostic, il suffit de mettre otoscope ou un endoscope. Ben, si ça se passe pas dans l'oreille, c'est plus compliqué. Et ben là, commence vous allez être obligé de défricher le mystère. Alors, très important d'essayer de cerner au cours de l'interrogatoire
et notamment de savoir si la douleur est provoquée ou spontanée, à la pression du tragus, je vous l'ai montré ici. Donc la pression du tragus, quand elle réveille la douleur, c'est probablement la mobilisation du méa auditif ou du conduit auditif externe qui est douloureuse. Donc toute la pathologie inflammatoire va primer, c'est notamment l'otite externe, n'est-ce pas? Est-ce que le patient a des sifflements ou a des bourdonnements d'oreilles? Et là, si c'est concomitant à l'otalgie, pensez aux pathologies inflammatoires ou tumorales. Ça peut être soit une oreille externe, un conduit auditif externe ou l'oreille moyenne. Regardez s'il s'agit aussi d'une otorrhée. Ne pensez également que l'otorrhée n'est pas toujours d'origine tympanique. Elle peut être d'origine méatique ou d'origine de la peau du conduit auditif. Vous avez toutes les pathologies de la peau qui peuvent se surinfecter et couler, notamment le zona, n'est-ce pas, qui peut donner quelques vésicules, l'eczématisation ou encore le psoriasis qui peut avoir une atteinte élective au niveau de la peau du conduit auditif externe. Pensez aussi à demander s'il y a une surdité. S'il y a une surdité avec une otalgie, c'est probablement une pathologie de comblement dans le conduit, c'est-à-dire quelque chose qui ferme le conduit, ou au contraire, quelque chose qui va aller attaquer l'oreille moyenne et dans une pathologie inflammatoire style agressive, style cholestéatome de l'oreille moyenne, pensez-y également. Et enfin, cette sensation d'oreille bouchée, je vous le rappelle, très souvent le patient vous dit, après une douche, je suis arrivé, j'ai eu l'oreille qui s'est bouchée de 3 jours, j'ai mis quelques gouttes mais rien n'y a fait, et là je commence à avoir un peu mal. En fait, c'est effectivement ça, c'est le bouchon qui a dû pousser, n'est-ce pas, avec l'eau et irriter la peau du conduit. Ça peut être également cette sensation d'oreille bouchée en rapport avec une pathologie d'aération de l'oreille moyenne, et donc il faudra voir si cette oreille bouchée n'a pas son début dans le rhinopharynx. C'est bien sûr, et là c'est là où c'est un peu compliqué. En fait, quand il y a des vertiges, quand il y a des vertiges rotatoires, souvent c'est une piste à explorer parce que otalgie et vertige très souvent indiquent qu'il y a probablement une pathologie inflammatoire qui est agressive, style cholestéatome, avec lyse du canal semi-circulaire externe. Alors, là, c'est très important de comprendre que je vous renvoie chacun à sa limite et il est fondamental, et pour ça j'en ai au moins fait une bonne vingtaine d'ateliers sur la lecture du tympan. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne doit pas être une énigme pour aucun des omnipraticiens. Il y a aujourd'hui, grâce à Dieu, beaucoup de cours qui sont faits à distance, d'ateliers qu'on peut avoir sur Internet, et puis il faut absolument apprendre à lire un tympan parce que la lecture du tympan est fondamentale dans le diagnostic de l'autodynie. C'est-à-dire, est-ce que mon tympan est pathologique ou est-ce qu'il est sain? Et s'il est pathologique, est-ce que sa pathologie que je vois à travers le tympan, est-ce qu'elle peut être à l'origine d'une douleur projetée au niveau de l'oreille? Donc, c'est très important de comprendre qu'il peut s'agir à la fois de l'oreille externe, c'est-à-dire du pavillon, du sillon rétro-auriculaire que vous devez inspecter. Alors des fois vous avez des dermatites du sillon, n'est-ce pas, style atopique, surtout chez l'enfant, et l'enfant va sursauter de temps en temps. En fait, il va pas manifester la douleur de la même façon, il va vouloir gratter son oreille, et ce sillon rétroauriculaire doit absolument être inspecté. L'oreille externe, c'est également la conque, et là vous pouvez avoir, et rappelez-vous, au niveau de la conque, vous pouvez avoir des lésions cutanées, style eczéma, style psoriasis, et c'est valable aussi pour le conduit auditif externe. Au niveau de l'oreille moyenne, apprenez donc à avoir un tympan, on va en parler brièvement. Essayez ensuite de faire une manœuvre de Valsalva et regardez si la manœuvre de Valsalva, c'est-à-dire l'hyperpression d'expiration par le nez et bouche fermée, va essayer de créer une hyperpression dans l'oreille moyenne. Et si celle-ci est douloureuse, regardez de plus près le tympan. Bien, alors on va pour le moment évoquer, si vous le voulez bien, toutes les otalgies primitives. Les otalgies primitives, je crois que c'est très important de ne pas être prisonnier de ses habitudes. C'est-à-dire que regardez bien le tympan. Si vous avez le moindre doute sur une pathologie, le moindre doute sur une lecture, le moindre doute sur une incapacité à vous dédouaner de la normalité de ce tympan, demandez un avis. Ne mettez pas des gouttes
ne mettez pas un traitement antalgique, encore moins de donner un antibiotique, même si l'enfant souvent est fébrile. Faites un diagnostic otoscopique, c'est toujours beaucoup plus pointu que de faire les choses de façon empirique et sans certitude. Alors, c'est là encore, je vous reviens, et apprendre à lire un tympan est fondamental. Alors, apprendre à lire un tympan, c'est-à-dire que nous, on a appris à lire ce tympan, heureusement, grâce à la possibilité de mettre un endoscope, grâce à la possibilité d'opérer les oreilles, et donc on a sous microscope encore mieux une visibilité de ce tympan que l'on connaît maintenant par cœur, puisque c'est notre métier. Et je pense que ça revient à tout un chacun de savoir au moins dire si le tympan est normal ou pathologique. Alors, le tympan est caractérisé par la couleur, rappelez-vous qu'il est gris nacré, blanc nacré, puisqu'il y a le revêtement épidermique qui vous permet de dire si le tympan est normal. Il y a également sa transparence, n'est-ce pas? Un tympan normal est transparent puisqu'il est ouvert sur l'oreille moyenne. Vous reconnaissez ici, là, en avant, le triangle lumineux avec l'orifice de la trompe d'Eustache qui est ici, le manche du marteau qui est oblique en bas et en arrière, et le V ossiculaire dans le cadran postéro-supérieur, ici que vous voyez bien, la branche descendante de l'enclume et l'articulation incudostapédienne. Donc, la lecture de la membrane tympanique, et vous devez donner des critères de normalité en termes de couleur, de transparence, mais aussi de brillance. Un tympan qui a perdu sa brillance est appelé terne, est appelé opaque, et très souvent, il est caractérisé par la présence de liquide derrière le tympan. Alors, aujourd'hui, bien sûr, ici c'est un enfant, aujourd'hui on a la possibilité d'examiner, même chez l'enfant sécurisé, un examen otoscopique ou auto-endoscopique de qualité, c'est-à-dire que le tympan, cette membrane tympanique qui fait 9 mm², ben vous pouvez la voir sur un écran de 32 pouces, c'est quand même magique. Aujourd'hui, je pense que pour l'omnipratique, c'est vrai, vous pouvez utiliser des otoscopes de qualité maintenant, qui sont éclairés en LED, mais je pense que pour notre part en ORL, l'examen encore à la lumière frontale et au spéculum est maintenant un peu révolu, et je n'ose pas dire que c'est moyenâgeux. Voilà. Alors aujourd'hui encore, on peut avoir la chance d'avoir le tympan, l'examen du tympan reproduit sur son smartphone. Vous voyez qu'il y a des dispositifs aujourd'hui qui vous permettent de partager avec votre médecin correspondant, votre groupe d'amis. Si vous avez un cas intéressant, vous pouvez enregistrer et bien sûr envoyer cela à vos collègues. Je voulais aussi vous montrer une notion fondamentale que très souvent on oublie. Et ça va emboîter le pas sur la relation entre le nez et l'oreille. Rappelez-vous, ici, regardez, c'est un patient qui a une énorme cavité. Ça, c'est la membrane tympanique qui est ici, on va la voir. Et l'énorme cavité épitympanique, on dit que c'est l'atique. Et vous allez voir, dès que je vais demander au patient de pousser en Valsalva, regardez ce qui va se passer. Eh bien, il va y avoir une énorme débâcle. Regardez. Le patient, déjà, son tympan n'est pas normal, il est pathologique. Et dès qu'on demande au patient de se mettre en Valsalva, ben, il y a une purge, vous allez voir, de tout le pus qui est présent dans l'atique, c'est-à-dire dans l'épitympan, à cause du ce cholestéatome qui s'est développé dans la partie haute de la caisse du tympan, qu'on appelle l'atique ou qu'on appelle aussi l'épitympan. Vous voyez ici, on voit très bien la communication entre le nez, et c'est pas fini, vous allez voir que la débâcle va se faire, mais vraiment telle une purge, vous allez voir, et ça, vous demandez au patient de le faire, ça le soulage. Alors, après, ben, vous avez toutes les pathologies d'oreille moyenne. Ici, c'est le diagnostic d'otite moyenne aiguë collectée. Vous voyez bien que s'il y a un niveau hydroaérique avec le manche du marteau qui est un peu irrité, avec une vascularisation de type central et périphérique, avec bien sûr une énorme collection qui va tendre à bomber au fil du temps. On voit les deux patients, les deux oreilles, aussi bien à droite qu'à gauche, et vous voyez que en fait l'atteinte est bilatérale. Ici, il s'agissait d'un enfant. Il est clair que l'enfant ne va
pas toujours dire qu'il a mal, mais souvent il a d'autres gestes, surtout quand il est encore nourrisson, et il va porter la main à son oreille en signe de douleur, n'est-ce pas? Voilà, ou de gêne. Alors, ça, c'est l'otite aiguë flicténulaire. Vous voyez ici qu'il y a des flictènes, ce sont des bulles, n'est-ce pas, qui évoquent une otite chronique, une otite aiguë, pardon, flicténulaire, c'est-à-dire virale, n'est-ce pas? Et vous comprenez ici que lorsque le tympan est mis sous tension, vous le voyez bien, vous comprenez bien que la douleur doit être à son maximum, d'accord? Et que le diagnostic est bien évidemment otoscopique. Les otites aiguës, c'est aussi, voyez, les otites collectées, tel ici un net croissant postérieur que vous voyez parfaitement ici, d'accord, sur une oreille droite, avec une disparition des reliefs. C'est une otite moyenne aiguë collectée. Même chose ici, regardez, on va voir que l'oreille va, vous voyez la collection qui est ici derrière, on la voit bien avec un tympan qui est boursouflé, un manche du marteau qui n'est plus sculpté, d'accord? De l'autre côté, on voit même l'apparition d'un flictène ici qui est pulsatile. Vous le voyez très bien, ça peut vous rendre compte de la douleur extrême que subit cet enfant. Hein. D'accord? Donc flictène, c'est une otite moyenne aiguë flicténulaire, c'est une otite moyenne aiguë virale. D'accord? Là par contre, vous voyez, la douleur n'est pas très importante. Ce sont des enfants ou des patients qui vont avoir des petits lancements parce que vous voyez bien que sur ce tympan, on n'est pas là pour rappeler la sémiologie du tympan, mais ça fait pas de mal au passage. Ici, vous n'avez pas de signe inflammatoire. Donc, franchement, il n'y a pas beaucoup de douleur. Par contre, il y a un épanchement. Il y a des signes de rétention. Dans les otites, il y a les deux signes que l'on peut trouver. Soit vous allez avoir une grosse participation inflammatoire, et d'où la douleur, ou au contraire, une grosse participation par d'épanchement, et l'épanchement va donner la surdité, va donner chez l'enfant le retard de langage plus que l'otalgie. Et donc, c'est très important d'analyser la qualité du tympan, de voir est-ce qu'il y a des signes inflammatoires ou des signes de rétention. Voyez par exemple ici aussi, c'est une otite qu'on appelle bulleuse, c'est-à-dire que c'est tout simplement quelqu'un qui est tout à fait enrhumé et que le rhume par mouchage a dégagé la morve derrière le tympan, l'oreille s'est bouchée immédiatement. D'accord? Et donc là, il peut y avoir effectivement des petites douleurs ou des petits lancements, mais c'est pas réellement l'inflammation et la douleur lancinante. Voyez par exemple là, vous allez avoir des otites qui vont, voilà, que je vais vous laisser défiler. Voilà. Vous voyez, là, vous allez avoir, voilà, très bien. Donc, vous voyez bien ici que l'épanchement est là et que cet épanchement nécessite une analyse stricte et sémiologique du tympan de façon à ce que vous puissiez parfaitement faire le diagnostic ou du moins à votre niveau peut-être dire le tympan est normal ou le tympan est pathologique. Voilà, alors bien sûr, tout ce qui n'est pas oreille est une pathologie de voisinage. D'accord? On examine le tympan est devant vous, couleur, transparence, brillance, net, transparent parfaitement, on voit l'orifice tubaire ici, on voit le V ossiculaire, on voit le manche du marteau oblique en bas et en arrière. On a affaire à une oreille gauche ici. D'accord? Donc, pas de problème. Il n'y a rien au niveau de l'oreille. Et donc, les problèmes commencent pour vous parce que c'est moins visible. Et donc, le diagnostic doit être porté par un examen clinique approfondi des zones de voisinage. Ce n'est pas l'oreille. Et donc, regardez le voisinage. Le voisinage, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout ce qui est visible. Mais attention, tout ce qui est aussi invisible. Ce qui est visible, comme ici par exemple, c'est l'amygdalite. Vous voyez, une petite lésion qui donne une mauvaise haleine, un début également de fausse membrane de l'autre côté. Ici, c'est une angine pseudomembraneuse. Et donc, il va de soi, et cette patiente, effectivement, est venue, non pas parce qu'elle avait du mal à avaler, puisqu'on l'a trouvée après, mais parce qu'elle avait mal au niveau de son oreille droite.
Et en fait, c'était tout simplement une otalgie réflexe. Et c'est en ouvrant la cavité buccale qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une amygdalité. Vous voyez que l'inflammation à droite est beaucoup plus importante que celle à gauche. Et donc, c'est pour ça qu'elle n'a pas encore d'otalgie réflexe à gauche. Et donc, regardez s'il y a une atteinte bucco-pharyngée. D'accord? Mais ce n'est pas tout. Quand on dit la bouche, c'est la langue, la joue, les gencives, n'est-ce pas? Le plancher buccal. D'accord? La dent, n'oubliez pas de regarder l'état dentaire. Surtout quand on sait dans quel état dentaire peuvent être les patients, un état dentaire avec des chicots déplorables. Ne vous méprenez pas. Regardez ce qui est visible, voyez, c'était marqué là-dessus, mais pensez à l'invisible. Et quand on dit invisible, comptez les dents, s'il vous plaît. Quand les dents sont alignées, comptez les dents. Vous savez qu'il y a 4 secteurs. Le secteur antéro-supérieur, le supérieur droit, qui est le 1, secteur 1, supérieur gauche qui est le 2, inférieur gauche qui est le 3 et inférieur droit qui est le 4. Donc, vous avez 8 dents par secteur, donc vous allez les décompter, et donc jusqu'à 8 qui est la dent de sagesse, et en fait, il faut qu'il y ait la totalité des dents, sauf quand il y a eu une extraction. C'est très important. Pourquoi je vous dis ça? Même parce que vous pouvez avoir une surprise. Regardez, vous n'avez pas de dents ici sur l'arcade, par contre, vous avez une canine qui est complètement luxée et complètement, en fait, elle est incluse encore et celle-ci va donner des otalgies réflexes du côté. Alors, c'est la même chose pour les dents incluses aussi, pour les dents de sagesse incluses. Quand le patient n'a rien, quand vous voyez que les 8 ne sont pas sur l'arcade, ben regardez au profit du radio panoramique et comptez pour vérifier que les dents ne sont pas incluses, et si elles sont incluses et qu'elles ne sont pas couchées sur le nerf dentaire inférieur qui peut donner, je vous l'ai dit, par le biais du 5-3, des douleurs fulgurantes au niveau de l'oreille. Voilà, dents incluses, attention. Alors, le voisinage, c'est quoi? Mais c'est aussi l'articulation temporomandibulaire, vous le savez, puisque quand vous faites ouvrir la bouche au patient, ben vous déformez la paroi antérieure du conduit auditif externe. Il y a une intrication anatomique fondamentale. Et donc, regardez s'il y a un craquement, s'il vous plaît. Oui, allô, oui, bonjour, dites-moi, est-ce que quand vous mangez, est-ce que votre articulation craque? Ah, oui, d'accord. Alors à ce moment-là, on pense à autre chose. On pense qu'il y a peut-être un dysfonctionnement de l'articulation temporomandibulaire. Ouvrez la bouche, serrez les dents, vous écartez les lèvres, et puis vous faites ouvrir la bouche lentement, et vous allez voir que la bouche va aller s'ouvrir en baïonnette, c'est-à-dire qu'elle va faire un crochet. Elle ne s'ouvre pas dans l'axe vertical pur. Et regardez aussi s'il y a une limitation d'ouverture buccale. Normalement, une bouche doit s'ouvrir à 2 travers de doigts et demi, voire 3. Ça dépend de la grosseur des doigts. C'est aussi une palissade. Limitation de l'ouverture buccale. Et ce qui est très important, c'est au repos, inspecter la ligne interincisive, c'est-à-dire vous avez 2 incisives centrales, une à droite, une à gauche, 2 incisives inférieures, vous avez la ligne interincisive, avec l'arcade supérieure et inférieure, cette ligne interincisive doit bien sûr être la même en haut ou en bas, et donc des fois vous avez un décalage de la ligne interincisive inférieure, soit vers la droite, soit vers la gauche, ce qui prouve qu'il y a un problème au niveau de l'occlusion. Et quand vous avez ces pathologies de craquement, des pathologies de l'ATM, surtout quand le patient a eu des traitements ortho, vous savez, les fameuses bagues dans l'adolescence, très souvent, il y a des problèmes de contrainte au niveau de l'ATM qui vont aller user, et ça donne, au-delà des acouphènes, ça peut donner des otalgies très intenses, et là, il faudra vous aider d'un occlusodontiste, d'accord, et qui vous pourra déjà mettre une gouttière pour décharger les charges qui sont sur les contraintes sur l'ATM, mais surtout lui proposer au patient ou à la patiente une rééquilibration occlusale. Alors, le voisinage, c'est aussi le nez. Comment voulez-vous vous arrêter chez quelqu'un qui se plaint de l'oreille, pour lequel le tympan est normal? Comment voulez-vous vous arrêter à l'examen rhinoscopique antérieur? C'est impossible. C'est impossible. D'accord? Je pense qu'il n'y a pas
qu'il n'y a pas d'autre possibilité que d'examiner la totalité du nez. Et la totalité du nez ne peut se regarder que si vous pouvez mettre une caméra dans le nez et regarder, et regarder euh, et regarder dans le fond du nez. Cette endoscopie fait partie de l'examen clinique. Ce n'est pas, on va pas dire au patient, revenez demain pour vous préparer à faire une endoscopie. Ce n'est plus une endoscopie. Dans le temps, cette endoscopie était considérée comme une exploration paraclinique. Or, c'est du pipeau. Ça n'a pas de sens. En ORL, on n'examine pas un nez en regardant juste la cloison et le cornet inférieur. Pas du tout. Le nez va de l'orifice nasal antérieur, n'est-ce pas, le vestibule nasal, jusqu'à l'orifice nasal postérieur qui est la coane, et derrière la coane se trouvera le cavum. Donc vous êtes dans l'obligation d'inspecter tout cela. D'accord? Donc quand l'examen clinique est bon, que la bouche il n'y a rien, que sur les dents il n'y a rien, regardez s'il y a des doléances rhinologiques, eh ben, poursuivez en proposant à ce patient de faire des explorations plus poussées. Et ces explorations plus poussées, ça nous rend compte aussi de cette anatomie, qui est une anatomie riche. Regardez, c'est une fosse nasale gauche. Vous avez le septum qui est ici sur l'écran à gauche. On ouvre, on pénètre, cornée inférieure, plancher de la fosse nasale, sur lequel vous allez pouvoir trouver les sécrétions. On va les voir tout à l'heure dans les diagnostics de sinusite. Et on rentre, regardez. Ici, on a le bourrelet tubaire, n'est-ce pas? Voilà l'orifice nasal postérieur, vous le voyez, la coane, c'est ça, et à travers la coane, ben, vous avez le cavum. On peut voir mieux que ça, regardez, puisque ça se voit pas tout le temps, mais chez ce patient, je n'ai pas pu résister pour vous le montrer et en faire un film. On voit même au niveau du récessus sphénoïdal, on voit même l'ostium sphénoïdal. Regardez cet orifice qui permet au sphénoïde, au sinus sphénoïdal de respirer. Donc, en fait, si vous avez une sphénoïdite, ben, vous aurez tout simplement du pus qui viendrait de cet ostium. Et vous voyez que le diagnostic ici pourtant, le sphénoïde est un sinus profond et souvent, on a besoin d'une imagerie pour dire si le sphénoïde est plein ou pas. Et ben, des fois, avec la chance et l'anatomie qui aide, ben, vous pouvez avoir un ostium sphénoïdal parfaitement accessible à l'examen endoscopique. Bien, voilà par exemple, vous allez chercher d'autres symptômes. Otalgie et quoi? Ben regardez, otalgie et mouchage purulent, bien évidemment. Le pus est épais et le patient souvent est pas dérangé par le mouchage parce qu'il a été enrhumé, que le rhume n'est pas passé et que maintenant les sécrétions sont plus épaisses. Eh ben c'est très simple. Vous allez chercher du pus qui vient du méa moyen. Vous voyez bien, ici on est dans le cornée moyen et ce qui explique que dans la cavité buccale, cet examen clinique va vous montrer même un jetage postérieur. Vous voyez que l'examen clinique, il faut être extrêmement méthodique et quand vous êtes méthodique et méticuleux, vous n'oubliez rien. Demandez-lui en même temps s'il y a un mouchage sale ou pas. Alors, le voisinage, c'est aussi le larynx. Bien sûr, il y a toute la pathologie du rhinopharynx, toutes les tumeurs sinusiennes, toutes les tumeurs de la gencive, toutes les tumeurs de la commissure intermaxillaire, toutes les lésions du cavum. Tout cela, bien sûr, peut donner des otalgies réflexes. Et le voisinage, c'est aussi le larynx et l'hypopharynx. Le larynx et l'hypopharynx, vous savez que c'est l'organe de la phonation et de la respiration. Donc au début, il va y avoir une dysphonie, mais comme les gens ne viennent pas parce que bon, c'est rien d'inquiétant, et qu'en fait, il arrive et la dysphonie s'installe, elle passe pas, etc. Toutes les recettes de grand-mère qui n'ont pas fonctionné, il vient après, peut-être qu'il y aura une dysphagie, peut-être qu'il y a même une halitose, c'est-à-dire une très mauvaise haleine. Et là, je
je vais vous parler de ce syndrome que vous devez absolument connaître. C'est le syndrome du coton dans l'oreille. Tout patient de plus de 50 ans, alcoolotabagique, qui vient pour une otalgie et qui a un coton dans l'oreille sans que l'oreille ne coule, c'est une tumeur de l'hypopharynx jusqu'à preuve du contraire. Ça mange pas de pain. Parce que souvent, quand on met le coton dans l'oreille, ben c'est parce que l'oreille coule, n'est-ce pas? Si l'oreille ne coule pas, il n'y a pas de raison de mettre du coton dans l'oreille. Et si vous le mettez, si vous avez quelqu'un qui se promène, la première question, oui, voilà. Alors là, vous partez sur tout ce qui est digestif. Est-ce qu'il y a une dysphagie? Est-ce qu'il y a un saignement par la bouche? Est-ce qu'il y a un accrochage alimentaire? Est-ce qu'il y a finalement un amaigrissement? Bien sûr, sous-tendu tout ça par une exposition alcoolo-tabagique. Et bien sûr, là, ça ne mange pas de pain là aussi. Vous ne pouvez pas ne pas faire une endoscopie diagnostique. C'est-à-dire que il faut régler le problème au patient. Vous n'allez pas vous promener pendant 3 mois avec un patient qui a mal à l'oreille, pour lequel l'examen est strictement négatif et pour lequel on va donner des gouttes auriculaires dont on sait quel est l'effet et sous-antalgique du reste. D'accord? C'est très important cette notion. Alors, quelques éléments fondamentaux. Regardez, le larynx vu en nasofibroscopie, on passe au niveau du plancher de la fosse nasale. Ici, on est derrière le voile et on aperçoit le vestibule laryngé. D'accord? Avec l'épiglotte, ce cartilage en feuille qui est ici devant vous, et la fente glottique avec tout le larynx postérieur, antérieur ici, et le larynx postérieur avec la bouche de l'œsophage. Nous avons ici les deux espaces pharyngolaryngés qu'on appelle les sinus périformes, n'est-ce pas? Et qui font partie de l'hypopharynx. Voilà, donc, un examen du larynx devant une otalgie à tympan normal, sans pathologie de l'oreille externe, est systématique. Même s'il n'y a pas de doléance laryngée. Il peut ne pas y avoir, comme ici, je vais vous le montrer. Voilà par exemple, quelqu'un qui vient me voir parce qu'il a mal à l'oreille et il racle très souvent. Regardez le reflux massif qu'il y a au niveau de la bouche de l'œsophage. Vous avez vu? C'est ici. Et puis ce reflux ne va pas avoir de mal à irriter la partie postérieure du larynx. On parlera de laryngite postérieure, n'est-ce pas? Et ça peut effectivement donner une otalgie réflexe. Regardez ici, quelqu'un qui a été à un match de football et qui a été tellement content lors du but marqué qu'il a crié, qu'il a vociféré, et regardez ce qui se passe. Eh bien, toute la corde vocale a saigné. Il a fait un hématome sous-cordal ici. C'est ce qu'on appelle le coup de fouet laryngé. C'est les supporters, par exemple, ou les chanteurs amateurs, d'accord? Et ce coup de fouet laryngé, bien sûr, va vous donner ici une otalgie réflexe du côté, bien sûr, de l'hématome ou de la laryngite unilatérale. D'accord? Très important, il y a un hématome avec saignement et ça peut tout à fait vous expliquer l'otalgie réflexe. Mieux que ça, regardez, c'est quelqu'un qui force en permanence et qui va avoir de temps en temps un tout petit lancement au niveau de l'oreille. Il ne va pas venir pour la voix. Regardez les cordes vocales, vous avez l'impression qu'elles sont nettes. Vous les voyez là? Voilà, 2 cordes vocales. À droite, à gauche, n'est-ce pas? Et la fente glottique au milieu. Et vous n'avez pas l'impression qu'il y ait une pathologie. Pourtant, ce patient va avoir très souvent une petite douleur au niveau de l'oreille. Très souvent, et tac, ça lance et ça passe. C'est pas une douleur permanente. Regardez, c'est ce qu'on appelle un polype en battant de cloche. Regardez le polype comme il monte. Vous l'avez vu, hop, et il a saigné en plus, polype. Voilà ce qui est à l'origine du saignement. Ce polype, à chaque expiration, il remonte et à chaque inspiration, il tombe dans la glotte. Vous voyez que, en fait, si vous êtes systématique, vous ne passez à côté de rien. D'accord? Alors, quelles sont les règles du traitement? Quelles sont les règles du traitement? Ben, les règles du traitement sont simples, s'il vous plaît.
Il faut apprendre à pousser le diagnostic. Excite les traitements antalgiques. Et je vais finir sur la belle leçon d'anatomie de Rembrandt. Vous savez, ce tableau célébrissime. Eh bien, retenez que tout otalgique qui ne cède pas sous traitement antalgique et surtout qui va réapparaître à l'arrêt du traitement va nécessiter une exploration poussée. Exploration endoscopique qui pour nous, bien sûr, quand le patient arrive, c'est le prolongement même de l'examen clinique, c'est indiscutable. Une exploration par imagerie, rappelez-vous des dents, rappelez-vous des espaces sous-parotidiens, des espaces profonds de la face, la fosse ptérygomaxillaire, toutes les zones qui sont muettes cliniquement et inaccessibles cliniquement et qui ne peuvent malheureusement se révéler que par des douleurs réflexes de l'oreille du côté pathologique. Bien sûr, je vous exhorte ici à apprendre à regarder le tympan, à vous exercer, à savoir si le tympan est normal ou pathologique. Et enfin, s'il est pathologique, bien sûr, si ça relève de votre compétence, vous le traitez. Si ça ne relève pas, ben demandez à être aidé. Voilà, on a passé le temps qu'il fallait, on est presque à 50 minutes de prise de parole depuis le début. Je vous remercie de votre attention. Je remercie également les laboratoires Promo et M2I de m'avoir convié à traiter cela. Bien évidemment, il n'est pas question de traiter de façon tout à fait exhaustive toutes les causes. Bien sûr, on peut en parler, il y en a énormément, et les causes, il y a même des moutons à 5 pattes, il y a plein de syndromes. Je parle juste du syndrome de la styloïde longue qu'on appelle le syndrome d'Eagle, etc. Il y a beaucoup de curiosité. Je pense que le but aujourd'hui, ce n'était pas de vous faire l'inventaire, mais plus de vous donner une démarche rationnelle. Et rappelez-vous que le seul traitement rationnel est forcément celui qui va soigner la cause de la douleur et non pas vous inciter à donner des gouttes à tout va et surtout encore moins de donner des antalgiques. Je vous remercie de votre écoute. Je suis à votre service et à votre disposition pour répondre aux questions. Merci infiniment, professeur Chli, pour cette présentation éminente, précieuse et très constructive. Donc, on passe rapidement à la phase questions-réponses. Professeur Chli, première question. C'est un cas clinique, au fait. C'est docteur Rita Shbehi qui dit qu'elle a reçu un patient ayant une rhinite allergique, chez qui elle a trouvé un eczéma du conduit auditif externe avec une muqueuse nasale congestive et une otite séromuqueuse bilatérale en rapport probablement avec sa rhinite allergique et qui présentait au début une autodynie acouphène bilatérale. Quelle serait la meilleure prise en charge de ce patient? Alors, on est bien d'accord que le thème d'aujourd'hui, c'était bien les otalgies. Ce n'est pas la prise en charge de cas cliniques compliqués. Je vais répondre, il n'y a pas de souci. Là, d'abord, l'otite séromuqueuse bilatérale, on peut en parler. L'otite séromuqueuse, sur un terrain allergique, il faut savoir si elle est séreuse ou elle est muqueuse. Déjà, le traitement n'est pas le même. Quand elle est séreuse, c'est de la flotte, c'est du liquide, parce qu'il y a une rhinorrhée aqueuse en rapport avec la rhinite allergique. Et si elle est muqueuse, c'est de la morve et c'est plus compliqué et c'est un autre versant dans le traitement thérapeutique, dans le traitement de ce patient. Si c'est séreux, il faut peut-être faire une parasynthèse pour libérer l'oreille, la soulager et traiter le nez rapidement par un vasoconstricteur et un traitement corticoïde local dans le cadre de la rhinite allergique. S'il est muqueux, là, il va devoir avoir une corticothérapie et peut-être vérifier si cette otite séromuqueuse est ancienne, est-ce qu'elle traîne ou au contraire elle est juste de passage. Il faut vous rappeler que l'otite séromuqueuse est une otite dangereuse, c'est pas de la plaisanterie. L'otite séromuqueuse fait le lit de la rétraction tympanique et parfois du cholestéatome de l'oreille moyenne. Donc l'otite séromuqueuse, on est bien d'accord, ce n'est pas une otite séreuse, elle est muqueuse, c'est-à-dire que le liquide derrière le tympan est épais. Acouphène bilatéral après traitement, oui, les acouphènes, tant qu'il y a une lésion au niveau de l'oreille moyenne. Là, il y a une autodynie, je suis d'accord avec vous, c'est pas une otalgie réflexe parce qu'il y a une pathologie au niveau de l'oreille moyenne.
Merci, professeur Schli. Une deuxième question, si vous permettez. Donc, il y a Dr Louben qui vous remercie pour la clarté de votre présentation et qui voudrait savoir si le polype des cordes vocales peut donner une dysphonie. Oui, et comment? Et comment? Mais bien sûr, c'est un peu compliqué tout ça. Tout ce qui va toucher l'affrontement des cordes vocales, vous savez, les cordes vocales respirent quand elles sont en abduction, c'est-à-dire en dehors, et elles vont parler quand vous êtes en abduction. Donc tout mécanisme physique qui va aller s'incorporer entre l'affrontement des deux cordes vocales va donner une dysphonie. L'affrontement ne se faisant pas bien, la voix est forcément cassée. Bien sûr que les polypes des cordes vocales donnent une dysphonie, madame. Merci, professeur Schli. Une troisième question de la part de Dr Doublissana. Elle vous remercie pour la formation enrichissante et voudrait savoir qu'en est-il de l'automycose. Oui, très bonne. Il est clair, docteur Rizlen, que j'ai pas pu vous montrer toutes les pathologies de l'oreille. J'avais fait un atelier sur uniquement l'oreille. On n'a parlé que des lésions. Bien sûr, l'automycose, c'est une douleur qui est, c'est une pathologie, bien sûr, qui est opportuniste en rapport avec l'immersion exagérée d'eau dans le conduit, parfois un terrain diabétique, n'est-ce pas? Et qui est prurigineuse et douloureuse. Voilà, donc ça, effectivement, il faudra juste vérifier une seule chose, c'est après micro-aspiration si le tympan est perforé ou pas. Si le tympan est perforé, il y a des gouttes auriculaires que vous ne pouvez pas mettre. Voilà, c'est tout. Mais elle a tout à fait raison. Toutes les pathologies du conduit auditif externe, parce que rappelez-vous que l'automycose est une pathologie du conduit auditif externe. C'est pas une pathologie de l'oreille moyenne. C'est une pathologie en fait, la levure vient éclore au-dessus d'un climat humide. Voilà. Et c'est l'humidité qui fait le lit de cette automycose. Elle a tout à fait raison de soulever que ça donne douleur. Bien sûr que ça donne des douleurs. Merci. Il y a une autre question. Est-ce que le port de Bluetooth est-il néfaste? Oula, qu'est-ce savoir dans les... Alors là, je vous renvoie à une autre conférence que j'avais donnée sur les ondes électromagnétiques et la santé. J'avais donné ça... Non, les ondes Bluetooth ne sont pas néfastes pour la santé. Par contre, je vous conseille, et ça c'est un avis, parce que j'avais un peu creusé la question, portez un seul casque, pas les deux. Une seule oreillette. Quand vous voulez parler en Bluetooth, ne parlez pas avec les deux oreillettes en même temps, mais il n'est pas du tout nuisible pour l'oreille, vous inquiétez pas. Parce qu'il y a un échange d'informations qui se fait selon un canal et il vaut mieux en avoir qu'un seul, parce que comme ça, vous n'avez rien qui traverse le cerveau. Je parle bien sûr pour les personnes qui sont exposées en permanence au Bluetooth. Si je reçois 3 appels par jour et que je me mets en Bluetooth, il va rien se passer. Par contre, si j'ai 30 appels par jour et que je travaille par téléphone parce que je suis commercial, etc., c'est sûr qu'il faudra prendre des précautions. Merci. Je crois qu'on arrive à la fin des questions. Il n'y a plus de questions. Donc, je tiens encore une fois à remercier vivement professeur Schli pour sa présentation enrichissante et pratique. Je tiens aussi à remercier tous les médecins présents et tous leur disant à bientôt au prochain webinaire. Merci à tout le monde. Merci à vous. Merci à la prochaine. Slama.